Bonsoir et merci de rester à nos côtés au cours de cette édition. Le sommaire. Quelques jours après la proclamation des premiers résultats du baccalauréat 2020, en milieu de semaine dernière, les candidats admissibles composent les épreuves sportives. Depuis ce matin, à suivre dans cette édition les impressions de quelques-uns. La candidature de Patrice Talon pour un second mandat est de plus en plus suscitée de toutes parts. Pour renouveler son élection, une association de Bokono a procédé à la consultation de faits il y a quelques jours. Les citoyens béninois apprécient diversement cette situation dans cette édition. Le trio Apouké a lancé un album le 15 août dernier dans le cadre de la fête de l'IAM. À l'occasion, un bilan du dernier album a été fait. Nous y reviendrons. Chaque enfant qu'on enseigne est un homme qu'on gagne. L'école est le lieu par excellence de l'éducation. Esaü. Étudiants, étudiantes, nouveaux bacheliers, parents d'élèves, une raison de plus pour choisir l'excellence. Et oui, bénéficier des demi-bourses et de réductions de scolarité à ESAE. Payer 250 000 au lieu de 500 000 en licence 1, 2 et 3 sciences juridiques, économiques, de gestion et en journalisme. Et pour les 100 premières inscriptions en administration des finances et administration générale, bénéficier d'une réduction et payer 400 000 au lieu de 500 000. En master 1 et 2, 500 000 au lieu de 800 000 en administration des affaires, 600 000 au lieu d'1 million en journalisme. Faites partie des 100 premiers inscrits en administration des finances et administration générale pour bénéficier de la réduction. Payez 800 000 au lieu d'1 million. À ESAE Cotonou et Parakou, la rentrée est effective. Le dossier d'inscription est disponible en téléchargement à l'adresse suivante www.esae.bj/ESAE 2019 ou renseignez-vous à ESAE Cotonou au 96 80 55 11 98 98 14 00 90 93 65 21 à ESAE Parakou au 96 68 16 14 97 77 51 47 à ESAE, l'épanouissement et le développement est au cœur de notre succès. ESAE, l'excellence a un nom. La rumba, c'est la musique des sages. Et Esaü, c'est l'école des sages. Mesdames et messieurs, bonsoir. Les candidats admis aux épreuves écrites du baccalauréat 2020 ont démarré les épreuves sportives ce lundi 17 août 2020. Se rencontrer au centre d'examen CEG Saint-Rita se disent satisfaits de leurs prestations et espèrent de bonnes notes. Ils sont au micro d'Anaël Dohou, Safrat Lalaye et Fabricia Avodagui. Quand je l'ai eu, j'étais en joie. Oui, c'est naturel. Et je me suis rappelé des difficultés que j'ai rencontrées au cours de l'année. Les professeurs qui se sont moqués de moi et ceux qui m'ont humilié. Bon, il y a ceux que j'ai gardés pour toujours. Les épreuves sportives n'étaient pas mal. C'était un peu abordable. C'était pas mal. Sauf qu'au niveau du saut en hauteur, j'ai rencontré quelques difficultés. Je suis très heureuse. On a fait saut en hauteur, vitesse et gymnastique. Pour la gymnastique, ça s'est bien passé. Pour la vitesse, j'ai fait ce que je pouvais aussi. Vraiment, je suis en joie. Je suis heureux de l'avoir obtenu cette année. Parce que pour le bac, ce n'est pas facile. À mon niveau, on a fait saut en hauteur. J'ai été éliminé sur 1,45. Bon, si je dois me noter, vu l'effort que j'ai fait, pourquoi pas un 16? Pour le saut, je n'ai rien fait. Mais si je vais me noter, je peux me donner un 13. Je peux donner 14 ou 15 par la grâce de Dieu. Je vais investir beaucoup plus dans l'entrepreneuriat. Bon. Parce que je ne veux pas dépendre de quelqu'un, quoi. Je ne veux pas à chaque fois tendre la main, chaque fin du mois pour demander un sou. Je veux moi-même investir et pourquoi pas créer mon propre entreprise. Après le bac, c'est d'aller m'inscrire à l'université, continuer mes études dans la maintenance des systèmes.
Quelques mois avant la présidentielle de 2021, des voix s'élèvent davantage pour appeler la candidature de Patrice Talon. Pour cela, des regroupements et mouvements de tout genre se créent. L'association des Bokono de Ouida, Tori et Kpomassé au Kate Tonayon a consulté le FA il y a quelques jours afin de se rassurer de cette reconduction. Face à cette situation, quelques Béninois, et ceux particulièrement rencontrés à Cotonou, donnent leurs impressions au micro de Jean-Didier Seka et de Jeff Terungue. Vraiment, le Béninois innove et continue toujours d'innover. Si c'est le FA qui va nous dire maintenant que le président va faire le second mandat, moi, je suis aussi de cette religion. Les grands Bokon là sont chez Talon. Mais c'est à la date. Ah, bon, mais là, ces Bokon là, ils n'ont qu'à nous appeler. Nous irons là-bas. S'ils sont restés dans les chambres pour dire ça, c'est du faux, c'est du bluff. Il y a des campagnes, des campagnes, mais c'est quoi pour pas ça me fait rire quoi. Comment des choses comme ça se passent dans le pays? Le Bénin, il n'a pas la sagesse et l'intelligence. C'est Dieu qui est élu. C'est Dieu qui est le pouvoir. Ce n'est pas nous qui est le pouvoir. C'est la fait de ça là, c'est zéro. Si les Béninois ont la curiosité de pouvoir prédire ce qui va venir, bon, il y a de quoi qu'ils aient consulté le phare. C'est la culture de chez nous. C'est une réalité de chez nous que de consulter le phare. Donc, ce serait un peu gauche de condamner directement cette procédure. En fait, ce que je dirais là, c'est que est-ce que par le passé, il y a eu de pareilles procédures pour prédire l'élection d'un président? C'est là mon inquiétude, moi. Donc, s'il y a d'autres croyances qui prédisent aussi, ils sont libres de dire le contre ou bien le pour. Quand on lit bien ce qui s'est passé le samedi passé, moi je pense que c'est du clientélisme purement et simplement. C'est du pur, n'est-ce pas, mensonge par rapport à tout ce qui se passe actuellement. Mais ces derniers surfent sur les résultats probants que nous enregistrons, que le Bénin enregistre tous les jours à travers les réformes, n'est-ce pas, de son Excellence, le président Patrice Talon. Vous voyez comme il a beaucoup fait, eh bien certains politiciens se cachent derrière ce phare-là pour dire, n'est-ce pas, faire l'éloge, n'est-ce pas, du président, ne serait-ce que pour tirer l'attention du président par rapport à leur personnalité. Talon Nawaro 2021, mais on a cambio fa yigbe et d'autres trois manawa et no fa gbere ku si wa et des autres jolo et na wa parce que nous comptons des mino ko do one ma wo wen daro bo fa do fa okporo ndebu minado mino yo la kulu no be don da cheji be don wiwa. Vraiment, je suis déçu que la divinité religieuse n'a plus sa valeur au Bénin. Pourquoi je le dis? La divinité phare est déplorable. Les maîtres de ces couvents de divinité n'ont pas consulté la volonté du chef de l'État. C'est ce qui est marrant. Est-ce que, quand le phare dit Talon serait président, est-ce que la volonté de Talon est qu'il serait président? Est-ce que Talon a dit qu'il veut faire un second mandat? Il faut qu'il consulte ça. Vous voyez? Le phare ne s'occupe plus de choses. D'ailleurs, moi, je ne crois pas à ça parce que c'est le Dieu suprême, c'est le créateur du ciel et de la terre. Et en lui seul, nous pouvons avoir confiance et c'est en lui que nous prêtons serment. Je ne suis pas contre le second mandat de Talon. Je souhaite qu'il compétit avec tous. Le président Patrice Talon, c'est un homme réfléchi, un homme qui sait lire, d'accord, et c'est un homme vraiment averti. Donc, tous ces voix-là, ça ne lui dit absolument rien. S'il va se présenter pour les prochaines présidentielles, ça ne dépend qu'à lui et à lui seul. Et d'ailleurs, le pouvoir est divin. Donc, il peut tout dire. S'il est dit que le président Patrice Talon ne sera pas le prochain président là, ben, il peut tout dire, mais il va passer à côté. Mais s'il est dit qu'il sera le prochain président, on ne peut rien faire. Donc, ça peut donner, c'est-à-dire ça peut être vrai, comme ça peut être faux. Moi, il y a des populations d'être éveillées, d'être vigilant.
Un député de la 8e législature, membre du groupe parlementaire Union progressiste, adresse 5 questions orales avec débat au gouvernement. Ces questions concernent aussi bien le secteur des jeux de hasard que la réalisation d'infrastructures socio-communautaires. Au titre des questions auxquelles le gouvernement du président Patrice Talon aura à répondre probablement lors de la session ordinaire de la 2e quinzaine du mois d'octobre 2020 figurent entre autres les questions suivantes. Question orale avec débat relative à la question de la loterie nationale. Question orale avec débat relative à la réalisation d'infrastructures avec le ministère de l'Intérieur et de la Sécurité publique au profit de la police républicaine. Question orale avec débat relatif à la réalisation d'infrastructures par le ministère de l'Enseignement secondaire technique et de la formation professionnelle dans le cadre du programme de construction, de réalisation et d'équipement dans l'enseignement secondaire général. Porto Novo, la capitale du Bénin, est située dans le sud du pays, près de la côte atlantique. C'est la ville par excellence des ethnies Goum et Yoruba et de la minorité ethnique Tori. Porto Novo est généralement appelé Hogbonou en langue Goumbé et Adjache en langue Yoruba. Depuis des décennies, cette ville peine à retrouver ses véritables attributs de ville capitale. Depuis l'avènement du régime du président Patrice Talon, la ville bénéficie d'importants projets afin de lui donner une image digne du nom. Reçu sur l'émission invitée, Aziz Adjakbe, un béninois de la diaspora originaire de Porto Novo, salue la vision du régime Talon pour la ville capitale. Par la même occasion, il expose les insuffisances du Festival international de Porto Novo. Suivez-en un extrait. Quand on rentre dans Porto Novo, tout Porto Novo c'est un musée à ciel ouvert, vous voyez. Il n'y a rien dans Porto Novo, à part aujourd'hui l'arrivée du nouveau départ, où les choses sont en train de changer. C'est que Porto Novo, il faut carrément tout changer dans Porto Novo. C'est une ville à rebâtir, selon vous. Voilà. C'est une ville, je dirais une ville vierge, qu'on peut maintenant, on peut dire, bon, aujourd'hui on est prêt à investir dans Porto Novo, ramener encore des immeubles à Porto Novo, ramener des ministères à Porto Novo, voilà. Porto Novo a encore besoin de tout ça aujourd'hui. Alors Porto Novo, c'est la capitale du Bénin, Est-ce que l'image qu'elle a toujours reflétée, est-ce qu'elle est digne d'une capitale? Sinon, si elle n'est pas digne d'une capitale, que faut-il faire? Ah non, pas du tout. Pas du tout. Porto Novo n'est pas pour moi, c'est même pas la capitale, parce qu'on ne la considère pas comme la capitale. Ils l'ont jamais considérée comme la capitale. Je dirais peut-être comme le nouveau départ est là, peut-être, je ne sais pas, avec ce qu'ils ont commencé, on peut dire qu'ils sont en train de lui donner un peu le nom de la capitale. Un nouveau souffle. Et on a vu qu'il y a un festival international qui a été entamé pour essayer un peu de valoriser la culture de Porto Novo. Quelles sont vos impressions à ce sujet? Est-ce qu'il valorise vraiment la culture de Porto Novo? Est-ce qu'il le valorise vraiment? Vous savez, moi je prends mon cas typique, quel qu'en soit ce que tu fais, si tu n'aimes pas ce que tu fais, ça ne sert à rien de le faire. Vous voyez, le festival, c'est un grand festival. Pour faire ce festival, il faut d'abord valoriser les cultes porto-noviens. Avant de dire que tu veux chercher des trucs. C'est comme les artistes. On ne prend pas, il y a beaucoup d'artistes porto-noviens qui ne sont pas sur la scène. Est-ce que vous voyez? Si on veut valoriser vraiment, si on dit que ça appartient d'abord à Porto Novo, il faudrait d'abord commencer par ramener les artistes porto-noviens sur cette scène. Valoriser nos cultes réellement. Ce n'est pas chercher des gens d'ailleurs, des gens à gauche, à droite, non. Il faut d'abord chercher les gens de Porto Novo eux-mêmes et sortir quelque chose d'eux-mêmes. Là, on sent que là, tout le monde se sent impliqué. Mais les gens sont fâchés à Porto Novo. Les gens ne veulent même pas entendre parler du FIP. Les gens ils n'en veulent même pas entendre parler du FIP. Parce qu'ils sont fâchés, ils sont mécontents. Des gens ils partent prendre des artistes d'ailleurs, ils prennent des... Je ne sais pas, c'est tout un mélange. Bon, peut-être avec l'arrivée du nouveau maire, peut-être ça va changer. Voilà. Peut-être ça va changer. Mais selon vous, en tant que promoteur culturel, qu'est-ce qu'on peut faire aujourd'hui, à l'heure actuelle, si le maire actuel il vous donne l'occasion de vous écouter, qu'est-ce qu'on peut faire pour redonner quand même de souffle à ce festival et permettre que tout le monde puisse y participer? La première des choses, c'est d'abord la formation des guides touristiques. Parce que, comme je l'ai dit tantôt, Porto Novo est un musée à ciel ouvert.
Quand je prends le premier arrondissement de Porto-Novo, il n'y a que des maisons afro-brésiliennes, ouais, des maisons depuis le temps colonial. Donc ces maisons ont une histoire. Chaque carrefour de Porto-Novo a une histoire. Chaque coin de Porto-Novo a une histoire. Il faudrait d'abord qu'on sache, qu'on forme des gens sur ça d'abord. Pour que quand quelqu'un rentre dans Porto-Novo, tu as la capacité de lui conter l'histoire de Porto-Novo elle-même. Mais tant qu'on ne fait pas cela, et c'est comme si on voilait les choses, vous voyez. C'est d'abord connaître l'histoire de Porto-Novo, connaître l'histoire de nos cultes. Qu'est-ce qu'il faut pour Porto-Novo aujourd'hui? C'est ça d'abord, avant de parler du festival. À travers un arrêté préfectoral en date du lundi 10 août 2020, le préfet du département de Zou, Firmin Couton, interdit la divagation des animaux domestiques et prévient les propriétaires d'animaux domestiques contre toute violation de la désignation. L'arrêté préfectoral indique que tout animal errant dans les rues sera désormais abattu par le service de voirie de la police républicaine, ce sans aucune possibilité de recours pour le propriétaire dans le but d'obtenir réparation de quelconque dommage et sans préjudice des sanctions pénales prévues par les lois en vigueur. Les animaux abattus, hormis les canets, seront convoyés vers des prisons civiles et orphelinats du département de Zou. Pour la deuxième année consécutive, le groupe Trio Apouké a lancé un album pour commémorer la fête de l'IAM ce 15 août 2020. L'événement a eu pour cadre l'espace Trio Apouké de Lobozumba. Le porte-parole du groupe revient sur cette cérémonie de lancement de l'album ancestral Ministry aux couleurs culturelles au micro de Carles Kitomé. Oui, on n'a pas pu faire un gros lancement parce qu'il est formellement interdit en ces moments de pandémie de faire des rassemblements de grandes personnes, de plusieurs personnes. En même temps, pour éviter les interactions inutiles qui pourraient participer à l'aggravation de la situation de notre pays par rapport à cette pandémie-là, on a décidé de faire une nuit de prière entre nous. Hein, c'était nous et c'était la communauté. C'est vrai qu'on a pris des vidéos qu'on pourra diffuser, d'autres personnes pourront les voir. Et cette nuit de prière a permis de présenter l'album aux ancêtres. D'accord? De dire aux ancêtres, voilà ce qu'on a pu faire. Merci pour ce que vous avez fait pour nous. De les prier, de nous accompagner le long de cette année-là que va durer la promotion de cet album. En un mot, ça s'est très bien passé. On a prié, on a mangé la nouvelle igname autour de 4 h du matin. Et ben voilà, on a écouté tout l'album ensemble avec la communauté, on a fait danser les divinités, on a dansé nous-mêmes et ça s'est vraiment bien terminé. Vous voyez ma voix légèrement cassée parce qu'on a vraiment nocé, quoi. À l'occasion de cet entretien réalisé le 15 août dernier, Fikira fait le bilan du dernier album Keys to Future et son rapport avec Ancestral Ministry. Effectivement, on peut faire un bilan, c'est-à-dire qu'il y a un an exactement, à la même date, 15 août, on a sorti l'album Keys to Future. C'était Hall des Arts. C'était à une fête plus grande parce qu'il n'y avait pas coronavirus, d'accord? Et on n'a pas vraiment eu le temps ou les moyens de pouvoir promouvoir ce disque, d'accord? Parce que au moment même où le disque allait, d'accord, commencer à être décortiqué, on était déjà prêt à faire un autre. Hein, parce que c'est une promesse qu'on a faite à nos fans et à notre pays de faire un disque chaque année. Alors on ne le regrette pas parce que l'inspiration, on rend grâce, ça ne manque pas. Donc les nouvelles sont venues remplacer les anciennes. De toute façon, ce sont des disques, les morceaux sont toujours là. On peut toujours les promouvoir, voilà. Donc, ce qu'on peut faire comme bilan, c'est ça. La crise du Covid-19, enfin de la Covid-19, ne nous a pas, d'accord, permis d'exploiter à fond l'autre album avant de faire celui-ci. Toutefois, ça ne gêne pas grand-chose parce que le contenu, d'accord, de celui-ci est une suite de ce qu'on a dit dans l'autre. Donc, toute personne qui écoute celui-ci
pourra se retrouver facilement dans l'autre ou encore ressentir le besoin d'aller chercher l'autre. Donc c'est ça. Un album qui s'est généralement bien comporté parce que ça marquait déjà le retour sur scène du groupe. Beaucoup de gens ne s'y attendaient pas, mais ils ont été surpris de voir qu'on était encore capable, bien qu'ayant poussé la barre, on était encore capable de faire de la bonne musique, d'accord? Donc c'est déjà ça, ça nous a permis de revenir sur scène, de prouver qu'on avait encore de la musique à proposer. Ensuite, ça nous a permis de dire 1, 2, 3 choses. Et celui-ci nous permet de continuer en disant 5, 6, 7 choses. Voilà. Restons dans le monde culture pour annoncer la signature d'un contrat de production entre Stone Music Prod et l'artiste Omev le vendredi 14 août au Céline Hotel de Cotonou. Ce contrat permettra à ce jeune prodige de la musique béninoise d'être promu au Bénin et à l'étranger, de laisser sa nouvelle maison de production investir dans ses projets de création. Produire, promouvoir, distribuer, trouver des contrats de prestation à l'artiste Omev. C'est l'objectif de ce contrat signé entre Stone Music Prod et l'artiste Omev le vendredi 14 août 2020 à Céline Hotel de Cotonou. Avant de s'engager, cette maison de production s'est assurée du talent de son nouveau sociétaire. Si le label Stone Music a décidé de jeter son dévolu sur sa personne, c'est parce que l'artiste en personne a cette qualité qu'on peut vendre. Il a un talent, il a une singularité qu'on peut mettre en exergue et à appuyer et accompagner. Omev, c'est cet artiste-là qui méritait de percer déjà depuis bien d'années, qui méritait d'être signé par une maison de production depuis des années déjà, mais qui, en dépit de tout ce qu'il pouvait avoir comme raison de se décourager, ne s'est jamais découragé, a toujours persévéré, et c'est ce qui lui a valu notre présence ici aujourd'hui. Cette convention a permis d'évoquer quelques points positifs de la jeune carrière de l'artiste Omev. Il est à l'état civil Mori Boussou, Bénino Gaboma, pour ceux qui ne le connaissent pas, parce qu'il est né sur la terre gabonaise. Et il a passé un clair moment avant de regagner le Bénin, où il a commencé par affûter ses armes dans l'industrie musicale béninoise. Je me rappelle de son tout premier single, qui, si je me trompe, si la mémoire est bonne, est Ascension. Et devrait être autour de 2011-2010 pratiquement. Après, il a fait un long chemin où il a eu des collaborations aux côtés de plusieurs artistes béninois et a été très tôt repéré par WP avec qui il a fait une collaboration. Après, il a intégré la SSB, Swagger Squad Boys, qui, c'est vrai, après, il y a eu un moment où il a décidé de se détacher pour se concentrer sur son label qui est Golden Music. Il reste quand même très attaché à cette famille-là. La belle preuve, un de ses anciens compères se retrouve à cette table aujourd'hui pour sa signature. Il a connu récemment une collaboration avec Tiptan sur le remix du morceau Papa Congo qui, dans la version en solo, a été très adulé et fortement apprécié. Il a sorti pas mal de singles, il a même lancé un projet intitulé Porto-Valien PVB, qu'on lui connaît assez, qui a conduit un lancement au niveau du parc d'attractions Moucharaf Malamassi avec la présence d'un des représentants du Cotonou City Crew, de Blizzy Baby, de Dolupi, pour ne citer que cela. Ce contrat offre de nouvelles perspectives à l'artiste dans un contexte où il n'y a quasiment plus de structures au Bénin dédiées aux artistes. Évaluer la contribution de la presse au développement et au rayonnement de la démocratie pendant les 60 ans de l'indépendance du Bénin. L'Union internationale de presse francophone, section Bénin et le Presse Club Café Média Plus ont réuni le vendredi dernier les journalistes et acteurs de la société civile autour du sujet lors d'un symposium national à la Maison des médias à Cotonou. Noël Alaguada, ancien journaliste au journal Eouzou aujourd'hui, la nation a décliné l'évolution des médias sous le régime du parti unique à l'avènement de la démocratie. À partir de 1975, pratiquement, c'est ce que nous appelons, certains disent, régime militaro-marxiste. Moi, je dis c'est le régime du parti-État. Le parti-État avec ses réalités. Du parti-État, c'est-à-dire le parti unique. Le parti est confondu à l'État. Donc, la liberté de presse
La liberté de presse, il faut dire qu'on ne peut pas en parler en tant que tel parce qu'il a dit les moyens de communication sont des moyens pour promouvoir la politique gouvernementale et sans admettre aucune voix discordante. Mais n'empêche que dans ce contexte quand même, il y avait des gens qui se battaient, qui luttaient. C'est beaucoup plus les gens, et ce que nous, dans notre génération appelle les organisations de la société, donc les organisations, les mouvements démocratiques. Ce n'était pas encore la société civile. Mouvement de jeunes, mouvement d'étudiants, essentiellement l'UGED. Après, vous aurez le FACEN. Et après, avant qu'eux ne prennent pas cela, vous aurez la Ligue nationale de l'Alliance démocratique. Leurs journaux, mais qui étaient des journaux, pratiquement des journaux qu'on distribuait sous le boiseau. Ici, quand vous lisez, vous verrez le nom du secrétaire de publication qui est un certain Pierre Ocho. Donc, c'était des journaux de militants. Et à côté, vous avez des journaux, le Gon, Paligan, où vous trouvez des gens comme, il faut le dire, la Kines. C'est le monopole de l'État fait en sorte que l'exercice est ce qu'il est à ce moment. La troisième période, c'est 90-94 que j'ai marqué. Le bouillonnement. Parce qu'entre-temps, les premiers journaux privés ont commencé par naître, même dans ce contexte serré. Et parmi ces premiers journaux-là, j'ai trouvé quelques exemples. Le premier, c'est la Gazette du Golfe. Ça, c'est 87. Dans la foulée de cette brèche-là, Tam Tam Express est arrivé. Après, vous avez la RICAD. Ça, c'est un joyeux. Ce sont les premiers, ça. Ce sont les premiers. Donc, au niveau de la presse écrite déjà, les choses commencent déjà pas à bouger. Pour sa part, Luc Fernand Pellier, ancien journaliste au quotidien Le Progrès, fait une segmentation en 6 moments du rôle de la presse dans l'enracinement de la démocratie. Il analyse les faits qui ont marqué chacune de ces périodes. Je distingue 6 moments. Le premier moment, c'est la période qui a immédiatement précédé la conférence nationale, qui a été caractérisée par une certaine ébullition, c'était une rébellion, où il y avait tendance à vouloir se déchaîner, à dire les choses qui étaient interdites. Le deuxième moment est, pour moi, celui de la conférence nationale, parce que pendant la conférence nationale, et beaucoup ne le disent pas, il y a eu une certaine rébellion à l'ORTB, rébellion à la nation, rébellion, pour tout dire, au sein de la presse publique qui en avait marre de servir d'organe de propagande. Ils ne vous ont pas tout dit, mais ce qui s'est passé à l'intérieur, un peu avant la conférence, et pendant la conférence, si on vous le dit, vous comprendrez que beaucoup ont pris des risques, parce que ce n'était pas évident. Ce n'était pas évident que la conférence nationale à l'époque réussit. Ce n'était pas évident. Mais ils ont pris ce risque parce que s'il y avait eu échec, Dieu seul sait, si ces pendant ne les attendaient pas. Et pourtant, ils ont pris tous les risques pour nous permettre de vivre cette conférence-là. Le troisième moment, c'est celui de ce groupe. Le quatrième moment, c'est celui du président Sekerekou qui était revenu. Le cinquième, c'est celui de Yaïboni. Et le sixième, c'est celui que nous vivons actuellement. Moi, je fais une arc sur 2 périodes. Il y a la période de Kérékou, qui est celle de la balançoire. Voilà le général qui est revenu redonner à son peuple, à son journaliste, les moyens dont il les avait privés. C'était devenu une période de presse balançoire, de tout était permis. Ça ne nous avait pas servi.
L'autre période clé pour moi, c'est celle qui nous a permis d'asseoir, d'ensemencer la graine de la démocratie. Je la situe entre celle de la conférence et celle de la période de Sogo. C'est celle de Yaïgoni. C'est la période qui a donné à la presse toute son importance, mais qui en même temps a contribué à la neutraliser. Parce que entre Yaïgoni et Kérékou, il y avait un grand pas, il y avait un grand fossé. L'un était totalement indifférent à la presse, lui l'autorisait même à chanter, et l'autre était allergique à toute critique, parce que sachant que qui a l'information a le pouvoir, il était pour lui un devoir d'embrigader, de contrôler ces médias-là, d'où ce que vous avez su, ce que nous savons tous, la contractualisation. Et enfin, c'est la dernière période, celle que nous vivons actuellement, que je n'ose pas caractériser. L'histoire nous donnera les mots pour faire cette étude-là. Parce que nous y sommes. Permettez-moi, écoutez ce manque de courage, oui, il faut aller. C'est une période spéciale. Il faut attendre que le 7 qu'elle s'achève pour en réunir tous les matériaux de critique. Alors je laisse la parenthèse ouverte pour y revenir quand Dieu nous donnera vie. Mais une chose est certaine, ce n'est pas non plus l'embellie. C'est tout ce que je peux dire à ce sujet. Aux côtés des hommes, les femmes journalistes ont également apporté leur pierre au rayonnement de la démocratie. Michel Akambadarou, directrice de la télévision nationale en 1990, a évoqué la place des femmes dans les médias. Pour elle, la compétence a été le seul critère de promotion de la gente féminine de la presse. Un élément sur lequel je voudrais attirer votre attention, c'est la place des femmes dans les médias. Je suis femme, donc c'est normal que je parle aussi de la place des femmes dans les médias. Et comme on le sait, l'organisation apporte un plus à quelque chose. Les femmes des médias ont aussi senti la volonté de s'organiser. Elles se reconnaissaient dans les structures qui apparaissaient, mais elles se disaient également qu'il faut que nous mettions l'accent sur certaines de nos préoccupations. Et là, je veux parler de l'Association des professionnels africaines de la communication, APAC. C'était une organisation continentale et qui avait des ramifications, qui avait ses sections locales au niveau des pays africains francophones. Bon, malheureusement, pour diverses raisons, cette association a perduré pendant une dizaine d'années avant de s'éteindre, pour diverses raisons. Et là, je voudrais attirer l'attention des uns et des autres sur le fait de la représentation des femmes dans les médias, le langage qui est utilisé pour parler des femmes. Il fallait promouvoir la véritable place de la femme dans la société et de ses véritables droits. Et je crois qu'il y a tout récemment, malheureusement, une certaine affaire qui est apparue, qui est celle de l'harcèlement des femmes. Je n'ai pas connu ça, je ne veux pas parler de moi, je n'ai pas connu ça à notre époque, ce n'était pas ça. On ne passait pas par ces voies biscornues pour aider la femme à avoir des postes. C'était la compétence, c'était le sérieux, et ce n'était pas autre chose. Donc, on a tendance des fois à croire que une personne arrivée à un poste de responsabilité dans les médias a dû passer par là. Pas nécessairement, pas du tout même, donc, à mon époque. Maintenant, après, j'ai quitté les médias en 1992, donc à partir de 1992 à 2020, j'observe de loin. J'observe à travers la presse écrite que je lis de temps en temps, la presse télévisée que je regarde de temps en temps, alors que j'étais une ardente. Je regardais tout le temps la télévision, de par mon métier, de par la position que j'occupais. Maintenant, de moins en moins. Pour boucler cette édition, je vous invite à suivre la page Inter signée Anifat Boukari.
Les autorités marocaines ont annoncé dimanche avoir fermé plusieurs quartiers de Marrakech, la capitale touristique du Maroc, en raison d'une recrudescence d'infections au nouveau coronavirus. Les opérations de contrôle dans cette destination touristique phare ont été renforcées et certains quartiers ont été partiellement ou totalement fermés pour enrayer la propagation du virus, indiquent les autorités dans un communiqué. Des campagnes ont été lancées dans les rues de Marrakech pour sensibiliser au danger du relâchement dans le respect des mesures préventives comme le port du masque et la distanciation physique, selon la même source qui annonce un renforcement des contrôles à l'entrée de la ville et entre les quartiers. Les forces spéciales somaliennes disent avoir mis fin à un siège dans un hôtel de la capitale Mogadiscio qui a été pris d'assaut par des militants d'Al-Shabaab. Au moins 10 personnes auraient été tuées à l'hôtel élite de la plage du Lilo ainsi qu'un nombre indéterminé de militants d'Al-Shabaab. Les assaillants ont fait exploser une voiture piégée devant l'hôtel dimanche avant de lancer un assaut et de prendre des otages. L'hôtel récemment construit appartient à un député et est populaire auprès des fonctionnaires. Des témoins ont déclaré que l'explosion initiale avait été entendue à travers Mogadiscio et que le chaos régnait, les gens fuyaient la zone. Les forces de sécurité ont bloqué l'hôtel et ont échangé des tirs avec les hommes armés de l'intérieur. Dans le cadre de la réalisation de la seconde phase du projet Central Africa Backbone, les gouvernements congolais et camerounais viennent de lancer les travaux d'interconnexion à fibre optique près de leurs frontières sur environ 350 km. Les 10 travaux sont financés à hauteur de 66,5 millions d'euros par la Banque africaine de développement BAD. Les travaux lancés au poste frontalier de Ntam sont exécutés par 2 sociétés chinoises. Ils visent à combler un déficit car selon les experts de la Commission économique des Nations Unies pour l'Afrique CEA, le taux de pénétration Internet est à peine de 12% dans la sous-région. Alerte coronavirus. Attention, attention, le coronavirus se transmet très facilement et fait des ravages. Pour l'éviter, le port du masque de protection est obligatoire en tout lieu. Dans l'administration publique ou privée, dans les réunions, les rencontres, dans les marchés, les magasins, les boutiques et lors des déplacements, le port du masque est obligatoire. Même dans les lieux privés, dès lors que l'on n'est pas seul, le masque doit être le fidèle compagnon. Mais attention, le port de masque de protection ne dispense nullement d'appliquer les autres mesures de prévention, notamment le lavage des mains à l'eau et au savon et l'observance de la distance de sécurité sanitaire d'au moins 1 mètre entre personnes. Enfin, s'abstenir de porter des gants en vue du lavage régulier des mains à l'eau et au savon ou de l'application de gel hydroalcoolique. Pour tout savoir sur l'épidémie du coronavirus au Bénin, rendez-vous sur le site web www.gouv.bj/coronavirus. Ceci est un message du gouvernement de la République du Bénin. C'est tout, mesdames et messieurs. Merci d'être restés à nos côtés. À très bientôt.